Nouvelle session de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, en visite au Bénin à l'invitation de Sa Majesté le roi de Savalou, le maire de Nord Miami a été reçu en audience par le président du Conseil économique et social. Présent dans le pays depuis quelques jours, il a réaffirmé son attachement au Bénin qu'il considère comme sa terre natale. La CAN 2025 se conclura le 18 janvier prochain par une finale très attendue entre le Sénégal et le Maroc, pays hôte de la compétition. Il s'agira d'une confrontation inédite entre les deux sélections en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis au Nigeria, la célèbre autrice Chimamanda Ngozi a été frappée par un drame. L'un de ses deux jumeaux âgés de 21 mois est mort à Lagos après une brève maladie. Elle accuse l'hôpital où son fils a été pris en charge de négligence. Mais avant le développement des titres, nous ouvrons cette édition par cette actualité. L'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, ARCEP, monte au créneau pour mettre fin au désordre observé dans la fourniture informelle de services d'accès à Internet communément appelés Wi-Fi Zone sur l'ensemble du territoire béninois. Dans un communiqué d'Arlette rendu public, le régulateur rappelle que la vente ou la fourniture de connexion Internet est strictement soumise à une autorisation préalable délivrée conformément aux lois et règlements en vigueur en République du Bénin. Or, ces derniers mois, l'ARCEP a constaté une multiplication des points de vente de connexion Internet opérant sans licence en violation du cadre légal. Face à cette situation, l'institution invite tous les exploitants concernés à se conformer à la réglementation. Un délai de régularisation est accordé jusqu'au 31 janvier 2026 afin de permettre aux contrevenants de mettre leurs activités en règle. Passé ce délai, des procédures légales seront engagées pouvant aboutir à des sanctions pénales à l'encontre des exploitants illégaux. Par cette mise en garde ferme, le régulateur entend réaffirmer son autorité et instaurer un environnement numérique plus structuré, sécurisé et conforme aux standards légaux au Bénin. Poursuivons cette édition avec une audience au Conseil économique et social. Le maire de Nord Miami en visite au Bénin depuis quelques jours à l'invitation du roi de Savalou a été reçu par Conrad Baguidi. À sa sortie d'audience, le docteur Alice Desulmé a évoqué un retour aux sources. Écoutons un extrait de ses propos. Je suis venu ici au Bénin et plus particulièrement à Savalou sur invitation du roi de Savalou qui a été à Miami et qui a décidé de m'inviter. Je peux dire que compte tenu des résultats de mon ADN, je suis béninois. Et donc pour moi, c'est une grande émotion de revenir au pays de mes ancêtres. Mon but est d'amener les peuples ensemble. Et je suis dans le comité de jumelage aux États-Unis. Donc je vais travailler, bien sûr, Savalou a la primauté aujourd'hui, mais je vais travailler à ce qu'il y ait plusieurs jumelages entre des villes des États-Unis et des villes du Bénin. Bien sûr, comme je dis, Savalou a la primauté parce que le roi a insisté là-dessus jusqu'à ce que j'arrive aussi ici. It's truly been an honor to be here and it's been a great experience. Dans le reste de l'actualité, avec l'évolution rapide des technologies d'intelligence artificielle, les médias se trouvent à un tournant décisif. L'automatisation de la création de contenu, le traitement des données à une vitesse vertigineuse sont quelques-uns des aspects qui redéfinissent le paysage médiatique. Comment les journalistes appréhendent-ils cette évolution technologique qui envahit leur univers? Suivons-les. L'intelligence artificielle, c'est comme les réseaux sociaux qui sont venus faciliter un peu la tâche aux professionnels des médias.
C'est vrai que cela contient beaucoup d'inconvénients. Il y a beaucoup de choses à voir et à revoir. Mais de toutes les façons, comme les réseaux sociaux sont venus rendre un peu la tâche facile aux professionnels des médias, de la même manière, l'intelligence artificielle est venue aider les journalistes à aller un peu plus vite. Nous avons un défi de temps désormais. Il faut aller un peu plus vite désormais. D'autres l'utilisent plus pour améliorer la qualité de ce qui est fait. D'autres l'utilisent pour ne pas du tout faire le travail, avoir un test tout fait. D'autres l'utilisent pour avoir des titres qui puissent être à la hauteur du test rédigé. Donc, il faut le dire, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée dans la presse. Bon nombre de presse, je le dirais ainsi, ne se résume qu'à une ou deux personnes et tout le reste est fait par l'ordinateur. C'est pas vrai. Il y aura toujours le journalisme. Quand les réseaux sociaux étaient arrivés, on avait prédit la mort du journalisme. On avait dit que le journalisme allait mourir. Mais le journalisme n'est pas mort aujourd'hui. Ça fait plus d'une dizaine d'années que les réseaux sociaux nous ont envahis. Mais le journalisme tient toujours debout. Alors qu'au début de l'avènement des réseaux sociaux, on avait prédit la mort du journalisme. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer les hommes. Lorsque, par exemple, vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire les montages audio ou vidéo, c'est pour que vous alliez vite que par le passé. L'intelligence artificielle n'ira pas s'asseoir pour présenter une édition du journal parlé dans les règles de l'art. L'intelligence artificielle ne fera pas les analyses comme un homme peut le faire. L'intelligence artificielle ne va pas écrire les papiers comme un homme peut le faire. L'intelligence artificielle, par contre, peut nous aider à vite aller. Et donc, si on pense que l'intelligence artificielle va remplacer les journalistes dans les années à venir, je pense que non. Et ce ne serait pas le cas. Si les réseaux sociaux n'ont pas remplacé les médias traditionnels, l'intelligence artificielle ne remplacera pas les journalistes. Si c'était le cas, je crois que l'informatique, avec son avènement, aurait déjà fini avec ce métier. Mais jusque-là, on continue. Quand je vous donne l'exemple typique de la presse écrite, qui est passée à la radio, de la radio à la télé, aujourd'hui, l'Internet est là avec les presses en ligne. Mais ça n'a jamais cessé, ça n'a jamais empêché les gens de continuer à espérer. Donc moi, je pense que l'IA va, un peu comme le dirait l'autre, bousculer les choses, forcer le journaliste à plus travailler, à plus donner plus d'émotion dans ses papiers, à plus se donner, s'engager. Mais ce ne sera pas pour autant que l'IA mettra en péril cet organe-là. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on ne peut pas parler de narration, on ne peut pas parler d'émotion, on ne peut pas parler de nuances. Il ne vous résumera, il ne vous générera qu'un test à partir de ce que vous lui donnerez. Mais celui qui est allé sur le terrain et qui a vu les larmes, il aura sa façon de le dire. Celui qui est allé sur le terrain a vu des personnes pleurer, il y aura une émotion qui va traduire que l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire. C'est comme le couteau, autant ça nous aide à préparer, autant ça peut nous blesser. L'IA, autant ça peut nous faciliter la tâche, autant ça peut nous rendre, je dirais, esclaves. Et quand on devient esclave de la technologie, on met déjà un frein à son évolution. Donc si le journaliste veut progresser, profiter pleinement et à bon escient de l'intelligence artificielle, il faut de l'intelligence humaine à côté. Il ne faut pas du tout faire excès de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas compter à 100% sur l'intelligence artificielle quand vous êtes journaliste. C'est-à-dire, vous commandez un service à l'intelligence artificielle et vous utilisez directement les fruits pour vos productions journalistiques. Vous allez vous tromper et vous allez vous faire avoir. C'est là les pièges. Vous allez tomber dans les pièges. Donc, il faut toujours revoir le travail de l'intelligence artificielle avant toute diffusion, avant toute production. Il faut toujours que l'intelligence humaine revoie le travail de l'intelligence artificielle parce que les deux doivent toujours aller de pair. Il n'y a pas une qui soit au-dessus de l'autre, non. Place au sport à présent. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'apprête à livrer son verdict avec une finale de prestige opposant le Sénégal au Maroc ce dimanche à Rabat. Un choc entre deux nations ambitieuses, toutes deux en quête d'un deuxième sacre continental. Si les deux sélections se sont déjà affrontées à 23 reprises, toutes compétitions confondues, elles ne se sont encore jamais rencontrées en phase finale de la CAN. Retour sur le parcours des deux grandes équipes dans cet élément. Le Sénégal et le Maroc vont se retrouver pour la première fois de leur histoire en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations le dimanche 18 janvier à Rabat. Un duel très attendu
entre deux sélections parmi les plus régulières du continent ces dernières décennies. Les deux équipes se sont affrontées à 23 reprises, toutes compétitions confondues, mais jamais en phase finale de la CAN. Le Sénégal compte 6 victoires contre 11 défaites, tandis que 6 rencontres se sont soldées par un match nul. La dernière confrontation remonte à octobre 2020 lors d'un match amical remporté par le Maroc à Rabat. Leur première opposition date du 1er novembre 1981 avec une victoire sénégalaise lors d'un match amical disputé à Dakar. Les Lions du Sénégal dominent d'ailleurs les débuts de cette rivalité, s'imposant à nouveau en amical le 12 mai 1982, puis en 1983, avant un match nul à Dakar. La rivalité prend une dimension compétitive en septembre 1983, lors des qualifications aux Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984. Le Maroc s'impose à Casablanca, puis arrache le nul à Dakar, synonyme de qualification. Entre 1984 et 1990, les deux sélections se retrouvent à 3 reprises en match amical, chacune remportant une victoire pour un autre nul. Les confrontations se poursuivent ensuite dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN. En 1993, lors des qualifications pour le Mondial 1994, le Maroc s'impose à 2 reprises face au Sénégal, à Casablanca, puis à Dakar. En 1997, lors des éliminatoires de la CAN 1998, les Lions de l'Atlas confirment leur ascendant avec une large victoire à Rabat après un match nul à Dakar. Le Sénégal prend sa revanche lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2002 après un match nul à Rabat à l'aller. Les Lions du Sénégal s'imposent au retour à Dakar grâce au but décisif d'El Hadj Diouf, décrochant ainsi leur qualification. Par la suite, les deux équipes disputent 5 autres matchs amicaux, largement dominés par les Marocains, avec 4 victoires contre une seule défaite. Le dimanche prochain à Rabat, le Sénégal et le Maroc se retrouveront donc dans un contexte inédit de leur histoire footballistique pour une première confrontation en phase finale de la CAN. Ce duel de Lyon va opposer 2 styles affirmés avec en jeu un deuxième sacre continental pour chacune des 2 nations. Le Sénégal est vainqueur de la CAN 2021, tandis que le seul sacre du Maroc remonte à 1976, il y a près de 50 ans. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a félicité l'équipe nationale après sa victoire face à l'Égypte. Écoutons un extrait de ses déclarations. Une grande satisfaction pour la qualité du match. Je crois que les Lions ont donné tout ce qu'ils avaient, c'est ce qu'on attendait d'eux. Ils viennent d'avoir une qualification méritée à la finale. Il reste encore du travail parce que l'ambition reste la même, savoir remporter cette coupe et nous ramener la 2e étoile que nous attendons. Je pense que tout le peuple sénégalais est particulièrement satisfait et nous allons encore faire bloc autour de cette équipe-là pour les pousser jusqu'au bout à la victoire finale. Et puis au Nigeria, la mort de Nkanu Nnamdi, fils de l'écrivaine Chimamanda Ngozi, âgé de 21 mois dans un hôpital privé de Lagos, a provoqué une onde de choc dans le pays. La famille accuse l'établissement de graves négligences médicales et appelle surtout à des réformes structurelles d'un système de santé déjà largement critiqué pour ses défaillances. Le reportage.
L'auteur nigérian à succès Chimamanda Ngozi Adichie fait face à un terrible drame. Son fils Nkanu Namdi est décédé le 7 janvier dernier à la suite d'une brève maladie à l'hôpital Euraker de Lagos. Un drame qui suscite de nombreuses interrogations sur les normes de santé dans le pays. La famille accuse l'hôpital de négligence médicale grave. Le garçon aurait reçu une trop forte dose de propofol pour le mettre sous sédatif afin de lui faire passer des examens IRM. L'anesthésiste est accusé de négligence criminelle et de ne pas avoir suivi le protocole médical approprié. Le garçon a fait un arrêt cardiaque alors qu'il était déconnecté du respirateur, transporté sur l'épaule de l'anesthésiste. Une mort difficilement compréhensible qui provoque une vague d'indignation dans le pays. La famille de la célèbre icône féministe appelle à des réformes du système de santé et à la protection des patients au Nigeria. Des problèmes techniques ont perturbé ce jeudi les opérations de vote pour les élections présidentielles et législatives en Ouganda, où Internet est toujours bloqué, faisant craindre de potentielles fraudes. L'opposition voit dans ces problèmes techniques un acte délibéré pour garantir la victoire de Yoweri Museveni, 81 ans, dont 40 ans au pouvoir. En Ouganda, Bobi Wine a dénoncé la coupure d'Internet et les arrestations de ses partisans dans le pays au moment du vote pour les élections présidentielles. Le candidat de l'opposition évoque une stratégie de fraude, accusant le pouvoir en place d'intimidation. Internet a été coupé dans tout le pays. Cette mesure vise à faciliter la manipulation prévue par le régime. Sinon, pourquoi le peuple ougandais se verrait-il refuser le droit de communiquer et pourquoi les élections ougandaises devraient-elles se dérouler dans l'opacité? Alors que les élections sont en cours, nombre de nos agents ont été arrêtés et d'autres sont en fuite. Notre vice-présidente chargée de l'ouest de l'Ouganda, Jolie Jacqueline Tukamushaba, a été arrêtée et amenée vers une destination inconnue. Les personnes qui ont suivi la voiture qui l'a emmenée nous ont dit qu'elle se dirigeait vers la caserne de l'armée. Jolie Jacqueline Tukamushaba has been arrested and taken away to an unknown location. People that followed the car that picked her told us that it drove. Ce scrutin est crucial. Les observateurs donnent favori l'octogénaire Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986, mais les partisans de Bobi Wine croient au changement et en la victoire de leur candidat. Nous sommes heureux grâce à notre prochain président. C'est notre nouvelle génération. Nous l'apprécions et je suis vraiment très heureux. Merci. C'est notre nouveau président, oui, il va gagner cette fois-ci. Et nous avons les moyens de remporter ce scrutin, cette élection. L'agence gouvernementale chargée des communications explique la coupure d'Internet survenue mardi par une volonté de contrer la désinformation, la fraude électorale et les incitations à la violence. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.